Elle est vraie sur l'ensemble de mon périmètre, parce que les jeunes ont une image pas totalement exacte des métiers du tourisme. Ils se mettent des freins sur la pénibilité, sur les compétences qui sont nécessaires. Et je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de nous focaliser sur une meilleure orientation des jeunes en leur faisant connaître la diversité des parcours et les perspectives d'évolution que cela présente. Quand vous avez un problème de main-d'œuvre, c'est que la discipline, le domaine dont on parle, n'est pas assez valorisé. Et le tourisme en France, pour des raisons traditionnelles, n'a pas été valorisé. Il y a une raison toute simple, et je pense que ce n'est pas Madame la Ministre qui me contredira. Quand vous avez une réunion interministérielle, vous vous rendez compte que vous parlez sur l'ordre du jour, vous avez 7, 8, 10 chapitres, et quand on arrive au chapitre tourisme, vous voyez tous les responsables importants qui s'en vont et qui laissent leur chargé de mission. Pourquoi ? Parce que le tourisme est considéré comme une matière secondaire. C'est une erreur. En France, c'est pour nous une richesse. De moins en moins. C'est le problème de la France, puisque le tourisme fait, vous allez me dire si je me trompe, mais fait à peu près 9% du PIB français, 50 000 emplois qui ne trouvent pas de salariés. En France, 100% de PIB, 500 000 emplois qui ne trouvent pas de salariés. Donc c'est le problème, en fait, de la France, c'est pas uniquement le problème du tourisme, c'est-à-dire la capacité d'avoir des entreprises qui peuvent... Vous savez très bien que dans le tourisme, l'un des problèmes, c'est la longueur des contrats, la durée des contrats, la difficulté, comment dire, d'embaucher en CDD ou en CDI. Donc si on ne réforme pas le contrat de travail, on va toujours lutter. Et pourtant, ce sont des emplois non délocalisables. Hein. C'est très important de le dire. Il y a un problème de valorisation des métiers dans le secteur du tourisme, comme dans le secteur de l'artisanat, c'est la même chose. Nous devons justement montrer qu'il y a des perspectives de carrière sur ces métiers-là et qui sont justement, on le voit dans ce reportage, particulièrement intéressants. Concrètement, que rapportent nos monuments et qui en tirent profit ? Eh bien, regardez l'exemple du plus célèbre d'entre eux, la Tour Eiffel. Avec 7 millions de visiteurs par an, la Tour Eiffel est le monument payant le plus visité au monde. C'est aussi un des rares monuments rentables qui ne fait appel à aucune subvention. Qui profite donc de ce joyau du patrimoine ? D'abord son propriétaire, la mairie de Paris. Chaque année, la mairie touche 12 millions d'euros de redevances. Cette redevance est versée essentiellement par la SET, la société d'exploitation de la Tour Eiffel, une société mixte, publique-privée, qui gère l'exploitation de la tour. En 2011, la SET a fait 73,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'argent vient essentiellement de la billetterie, 60 millions d'euros, et des redevances versées par les concessionnaires comme le restaurant ou les boutiques de souvenirs, soit 12 millions d'euros. Pour l'instant, les actionnaires ne touchent rien, car tous les bénéfices, 5 millions d'euros en 2011, sont réinvestis dans l'entretien et la modernisation. Au-delà des bénéfices directs, il y a tous ceux qui profitent indirectement de la Tour Eiffel, par exemple en utilisant son image. La forme de la tour est dans le domaine public depuis toujours, c'était une volonté de Gustave Eiffel. On peut donc l'utiliser gratuitement. En revanche, les mots Tour Eiffel sont une marque déposée par la mairie de Paris. Et l'éclairage est aussi protégé par des droits d'auteur. Enfin, beaucoup plus difficile à quantifier, il y a l'immense impact que représente la Tour Eiffel pour la ville, mais aussi pour la France. Selon une récente étude d'une chambre de commerce italienne, entre sa valeur touristique et son image, si on vendait la Tour Eiffel, on pourrait la valoriser à 434 milliards d'euros. C'est 5 fois plus que ce que rapporterait le Colisée de Rome. Contrairement à ce qu'on pouvait penser, la Tour Eiffel, on l'a vu, n'appartient pas à l'État. Mais le reste de notre patrimoine, à qui appartient-il, Julia, vous allez nous le dire ? Et oui, parce qu'en fait, contrairement à une image assez répandue, eh bien, une très faible partie du patrimoine de la France est gérée par l'État. Seulement 3,7%, c'est en bleu sur le graphique. Et les deux principaux gestionnaires du patrimoine de la France, eh bien, ce sont d'une part les communes, 43,5%, et en grande partie, pour près de la moitié, 49,6%, les propriétaires privés. Alors je voudrais prendre un exemple, c'est celui du château de Chenonceau. Ce magnifique château, un des joyaux de la Loire qui enjambe le Cher, vous le voyez apparaître sur ma droite, eh bien ce château, il appartient à un propriétaire privé. Et c'est le propriétaire qui est en charge de sa restauration, de sa valorisation, de l'ouverture au public. Et c'est un véritable succès. Le château emploie 50 employés. Il reçoit chaque année 850 000 touristes, dont 40% d'étrangers. 850 000 touristes
eh bien, c'est presque 10% de plus que les 775 000 touristes qui visitent chaque année le château de Chambord, que vous voyez derrière moi, qui est aussi une véritable merveille, mais qui, lui, appartient à l'État français. Et alors que le château de Chenonceau ne dépend pour rien des aides de l'État, le budget du château de Chambord dépend encore de l'État à près de 20% et reçoit 2 millions de subventions de l'État par an. Donc une première question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'on ne devrait pas vendre une partie du patrimoine français pour que peut-être il soit mieux géré par des concessionnaires privés? Alors elle a osé poser la question. À qui vous voulez vendre? Je ne vais pas aller aussi loin. Je vais vous proposer une deuxième solution. Non, merci. C'est que l'État français conserve son patrimoine, mais le fasse gérer par des concessionnaires privés. C'est le choix qui a été fait en Autriche, par exemple, pour un autre joyau qui se situe à Vienne, c'est le château de Schönbrunn. Le château de Sissi, on le connaît tous, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Eh bien, en 1991, l'État autrichien a décidé de confier sa gestion à un concessionnaire privé qui a su valoriser le monument. Et on est passé de 1,2 million de visites par an en 1991 à plus de 2,5 millions aujourd'hui. Alors on voyait tout à l'heure Madame Pégard, et il est derrière moi, on voyait ce magnifique château de Versailles, et on voyait aussi les difficultés de recrutement liées à la tutelle de l'État. Dans quelle mesure pourrait-il être envisageable de confier la gestion du château de Versailles, comme il l'a été fait pour Schönbrunn, à un concessionnaire privé? Alors vous êtes pour ou contre la privatisation du château de Versailles? Vous avez entendu la question? Je crois que c'est exactement contraire à toute l'histoire de la France. Je crois que la politique culturelle, elle est définie au niveau de l'État, qu'on a toujours dans l'idée que le monarque est le protecteur des arts et des lettres. Je crois qu'on n'a pas beaucoup changé d'avis depuis François Ier. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on peut complètement changer de système. Mais dans le système d'aujourd'hui, il y a une tutelle qui s'appelle le ministère de la Culture. Et puis, il y a des établissements publics qui ont d'ailleurs une grande autonomie et qui apprennent aussi la gestion. Nous l'avons apprise. Aujourd'hui, nous gérons le château de Versailles sans doute comme une entreprise. Alors, il y a peut-être des imperfections, mais je pense que nous progressons beaucoup, d'ailleurs, parce que la part de nos recettes propres sont de plus en plus importantes. On y est aidé par le mécénat, on y est aidé par les licences de marque, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et je crois que c'est une évolution dans le monde d'aujourd'hui, dans le XXIe siècle, mais qui ne remet pas en cause les fondements de ce qu'est la République française. Mais par exemple, Chenonceau et Vaux-le-Vicomte appartiennent à des familles qui aiment leur château, qui font des choses. Mais si vous confiez ça à des gens qui veulent faire de l'argent, c'est peut-être pas la même chose. Donc, ça ne serait pas du tout la même chose. Catherine Pégard, merci. Vous nous quittez parce qu'on en a fini de parler du château de Versailles. Maintenant, on va parler. Je suis navrée. On va parler de luxe, on va parler de haute couture, on va parler de vin. Et puis je rappelle les livres, parce que oui, vous produisez des livres au château de Versailles aussi. Poète en majesté à Versailles, c'est aux éditions des Musclas. Et puis les carnets de Versailles, c'est une très bonne initiative. Hein. C'est un petit journal, vous avez fait un petit magazine, un news magazine. Tout savoir. Sur Versailles. Voilà. Merci à vous. Améliorer la rentabilité du patrimoine, c'est un objectif louable, mais cela peut aussi faire des dégâts. Trop de touristes peuvent aussi tuer le tourisme. C'est par exemple pour se préserver du tourisme de masse que les Calanques de Marseille, l'un des plus beaux sites du monde, sont devenus parc national. Il faut prendre en compte que le tourisme ne cesse d'augmenter depuis les années 50 et comme vous le voyez, en 2030, le nombre de touristes dans le monde devrait dépasser 1,8 milliard. Quelles sont les conséquences de ce boom? Est-ce vraiment la bonne solution pour protéger le site? Ce n'est pas si simple comme on va le voir dans ce reportage d'Agathe Lanté. Ça pourrait ressembler à ça, le paradis. Une mer azur et quelques bateaux pour habiller la quiétude d'un lieu où rien n'a changé. Ni la nature, ni ces cabanons agrippés aux falaises que quelques habitants se transmettent de génération en génération. Jean-Claude Bianco est né ici. 70 ans qu'il descend ce chemin escarpé qui mène au port de Sormiou, cette calanque qu'il a vu grandir. Il est pêcheur, comme son père avant lui, et chaque jour il embarque sur son bateau, héritage d'une vie heureuse, chargée de souvenirs. Comment peut-on se détacher d'un paysage comme ça, d'une mer limpide comme ça, et d'un site aussi beau, aussi calme? Tu es obligé de t'attacher. Ça fait quelques années que je suis là. Et je ne pourrais jamais m'en passer.
J'aimerais avant de mourir, avoir encore la vision de cette calanque. Après, je peux mourir. Les calanques, un joyau de falaises calcaires taillé par les embruns, le mistral et la mer, où le bleu turquoise illumine les roches blanches. Sormiou, Pormiou, Morgiou ou Envaux, les calanques se dessinent sur cette crête rocheuse de 22 km qui s'étend de Marseille à La Ciotat. La garrigue et la mer abritent une biodiversité exceptionnelle, avec 140 espèces animales et végétales protégées. Mais ce paradis est aujourd'hui menacé. Car les calanques, c'est un écrin aux portes d'une mégapole d'1 million d'habitants, Marseille, la deuxième ville de France, d'où partent des dizaines de bateaux, les promène-couillons, comme on les appelle ici. Bonjour à tous, bonjour les enfants. Et nous voilà partis donc pour le circuit des 8 calanques, le grand circuit avec une très belle journée. 2 millions de touristes visitent chaque année les calanques et la fréquentation ne cesse d'augmenter. Alors au premier rayon de soleil, l'image de carte postale vire au cauchemar. À Envaux, la plus célèbre des calanques, en plein mois d'août, jusqu'à 105 bateaux font demi-tour dans les quelques mètres de large de cette crique. À terre aussi, il y a foule. Avec 145 km de sentiers et 4000 voies d'escalade, au beau jour, les calanques attirent les grimpeurs et les randonneurs de tout genre. Avec tous les risques que cette fréquentation implique, pollution, dégradation ou encore incendie. Un Éden qui part en fumée. Mais cet été, la situation pourrait bien changer. Ces 150 000 hectares de côte viennent de passer parc national. Le parc national, c'est un label mondial qui distingue les sites naturels les plus exceptionnels. Rarement attribué, il ne concerne que quelques joyaux en France, comme le parc des Pyrénées, celui des Cévennes, ou encore des écrins. Celui des calanques sera le 10e créé depuis 1960. Voici l'un de ses pères fondateurs, Jean-Pierre Girand, ancien président des parcs nationaux de France. Il y a un silence là, c'est fou. Hein. Pour lui, il était urgent de protéger les calanques. Il faut se doter de règles pour que ceux qui ont pu profiter de cet espace le lèguent dans le même état à ceux qui demain auront également envie de visiter. C'est un patrimoine. Et un patrimoine, ça se protège pour le partager. Mon idée centrale, c'est qu'il faut protéger pour faire partager. Alors, comment concilier fréquentation touristique et protection de la nature? Que va concrètement changer la création d'un parc? Retour sur la fameuse calanque d'Envaux, celle qui est envahie chaque été par les bateaux, où nous conduit Thierry Tatoni, scientifique au sein du parc. C'est une des calanques les plus emblématiques parce que par rapport à sa géomorphologie particulière, ses grandes falaises, et puis sa profondeur, sa couleur de l'eau, ça c'est de l'image d'Épinal des calanques, avec les pins qui tombent un petit peu sur les rochers, qui tombent sur l'eau. C'est un des sites les plus beaux des calanques, ça c'est indéniable par rapport à toutes ses propriétés, mais c'est aussi un des sites les plus fréquentés des calanques. L'été, cette petite plage bat des records, jusqu'à 3000 personnes par jour. Pour réguler la fréquentation, certains accès ont été interdits, et ce sentier, par exemple, a été condamné. Quant aux touristes qui viennent de la mer, ils sont soumis à de nouvelles règles plus contraignantes, comme l'interdiction pour les bateaux d'accéder jusqu'au fond des calanques. Des balises marquent désormais la limite. Les bateaux en venant, ils s'ancrent dans la calanque et petit à petit, ça a conduit à la disparition de tout l'herbier de Posidonie et la dégradation des fonds marins les plus proches du littoral. On a pris conscience que pour éviter cette dégradation, il fallait éviter la surfréquentation par les bateaux. Ça préserve les fonds marins qui sont déjà pas mal dégradés. La grosse tache bleu turquoise, c'est joli à l'œil, mais ça veut dire que dessous, il n'y a plus que du sable, il n'y a plus rien au fond. Donc il était temps d'agir. Pour la ville de Cassis aussi, il y a urgence. L'été, la ville passe de 8 000 à 40 000 habitants.
Son maire est aussi la présidente du parc, nouvellement élue. Ça, c'est votre ville. Ça, c'est mon village, mon gros village, qui est magnifique. Moi, j'en suis très, très fière. J'y ai grandi d'abord. J'ai marché pieds nus longtemps sur les quais du port. C'est un village de pêcheurs, à l'origine, Cassis. Et d'ailleurs, le château, qui était en fait une enceinte fortifiée au Moyen-Âge, abritait les pêcheurs des invasions. Quelques siècles plus tard, elle aussi cherche à se protéger des invasions. Le nouveau parc national pourrait l'aider à résister à l'assaut immobilier. Imaginez le prix du mètre carré ici et ce que ça peut donner pour des personnes qui voudraient construire. Évidemment, c'est tentant. Les calanques, c'est la même chose. Imaginez des constructions dans les calanques. Ça aurait été possible il y a quelques années. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Et c'est définitivement sauvegardé par le parc national. Donc c'est vraiment... le parc national est le meilleur outil qui soit pour défendre un tel environnement. Mais le parc aura-t-il vraiment les moyens d'agir ? Quand on devient parc national, c'est l'État qui prend tout en charge. Pour les calanques, il était prévu 6 millions d'euros annuels de budget. Merci d'être venu assez nombreux pour que ça, c'était la théorie. Le parc tient ce matin son conseil d'administration et justement, le budget est à l'ordre du jour. Nous allons passer au deuxième point, qui est l'adoption du compte financier 2012 du GIP des Calanques. Mauvaise surprise, les caisses de l'État sont vides. Le budget est divisé par 3. C'est à peine suffisant pour maintenir le fonctionnement assuré jusque-là par les collectivités locales. La présidente n'a même pas de quoi embaucher. La marge de manœuvre est un peu limitée pour avoir sur site, sur tout le territoire, 10 gardes qui nous sont absolument indispensables sur l'année pour nous aider à surveiller ce très beau territoire, mais très vulnérable. 10 gardes qui posent problème. Le fameux label Parc National fait bien pâle figure. Les membres du conseil d'administration sont déçus. Si un parc n'a pas de budget, il ne peut rien faire. Et ce sera toujours comme avant. Voilà. Si certains déplorent que le parc n'aille pas assez vite, d'autres regrettent que tout ait été fait dans la précipitation. C'est le cas des cabanonniers et des petits pêcheurs, comme Jean-Claude Bianco, que nous retrouvons en mer. Qu'est-ce que ça va vous amener, vous, le parc ? Des emmerdements. C'est tout. Pour protéger les poissons, le parc a créé de nouvelles zones d'interdiction de pêche. Mais pour Jean-Claude Bianco, il y avait bien plus urgent. Il nous conduit au large pour nous montrer ce qui aurait dû être la priorité absolue des calanques, la pollution. L'égout se rejette là derrière. Tu vois là-bas au fond ? Là. Tout à fait au fond, là-bas, dans le creux. L'égout se rejette là-bas actuellement. Les égouts de Marseille. Les égouts de Marseille et des environs. Non, on les jette dans un parc national. Mais où on l'a vu jouer, ça, dans quel film ? Où ? Et là, alors, là, c'est l'égout. Et là, en face, tu vois, là, en face. Là derrière, là. C'est le port de Cassis. Et là, tu as un tuyau qui va rejeter les boues rouges de Péchinet dans la fosse qui est là-bas. Les boues rouges de l'usine Péchinet, ce sont 200 000 tonnes de métaux, principalement du fer et de l'aluminium, rejetés l'année dernière à 7 km de la côte. L'usine est le premier pollueur maritime de France. On nous prend pour des cons, simplement. Mais je te le dis, parce qu'on nous empêche de prendre 10 kilos de poisson et on a plus des milliers de tonnes avec un putain d'égout et ma foi, c'est ça prendre les gens pour des cons, c'est pas autre chose. Voilà. Fin de la démonstration. Mais Jean-Claude Bianco n'a pas fini de s'emporter. Le parc, il n'est pas contre, encore faudrait-il que les règles soient respectées. Regarde où il va, regarde-le. Filme-le là-bas. Filme. Un bateau touristique s'avance un peu loin dans la calanque. Tu vois, là, tu peux filmer, là, regarde. Tu vois, il va tourner de terre les bouées. Tu vois les bouées, là. C'est interdiction de mouiller, là, ici. Le bateau va pourtant rentrer dans la zone interdite. Regarde où il va, filme là-bas. Filme, regarde où il va, regarde. Tu vois où il va ? Il va rentrer dans le port tout à l'heure. Preuve pour Jean-Claude que le statut de parc national ne sert à rien et surtout pas à protéger les calanques. Dis-moi, les poissons qu'il y a là, ici, il y a 5 mètres d'eau, là. Ça les dérange, ça, quand c'est en permanence, Oui, ça les dérange. Vous dites ça parce qu'ils viennent chez vous ?
Non, mais ils viennent chez moi, ils viennent à Morjou, ils viennent à Cassis, ils viennent de partout. C'est pas chez moi. La calanque, elle n'appartient pas qu'à moi, elle est à tout le monde, la calanque. Mais qu'on ne me dise pas qu'on veut protéger la nature, c'est pas vrai. Et cela pourrait même empirer. Car avec ce statut de parc national, les calanques pourraient bien attirer encore plus de monde. Certains parlent même d'1 million de touristes en plus. C'est ce qu'avancent ces représentants d'une association qui ont déposé un recours devant la justice pour annuler la création du parc. En fait, si vous voulez, le paradoxe est que finalement, on va réglementer une zone qu'on va classer en parc naturel et ça va avoir un effet inverse. C'est-à-dire que nous allons avoir tous les marcheurs d'Europe qui vont venir dans les calanques. Finalement, nous pensons que le remède va être pire que la maladie. Si attirer plus de monde est sans doute un paradoxe, pour le grand voisin marseillais, ce serait une aubaine. Marseille a fait du tourisme son principal atout. La deuxième ville de France est passée de 2,8 millions de visiteurs à plus de 4 millions en 20 ans. La ville a perdu son tissu industriel. Et bonjour. Alors son maire, Jean-Claude Gaudin, a tout misé sur Marseille 2013, capitale de la culture et de la nature. Dans le pavillon qui présente aux visiteurs les expositions, les calanques ont une place de choix, avec en guest star Jean-Claude Gaudin lui-même. Et oui, c'est moi. J'ai un peu changé, bonjour. Là, on va vers mon cabanon à moi, que mon père m'a laissé. Les calanques, c'est sa vie, mais aussi ce qui fait vivre sa ville. Le tourisme représente 700 millions d'euros de retombées économiques par an. Et si un parc national aux portes de sa ville lui apporte encore plus de touristes, le maire ne va pas s'en plaindre. Il y a quelques années, il y avait 80 000 croisiéristes par an. Bon, il y en a aujourd'hui presque 1 million. Par conséquent, dès lors qu'ils débarquent d'un bateau, et dès lors qu'ils traversent Marseille ou viennent à Marseille et ne s'en vont pas directement vers d'autres parties du département, ce qui peut arriver, il y a une retombée économique pour les restaurateurs, pour les commerçants, pour tous ceux qui viennent dépenser leur argent à Marseille. Ben, le maire, il est très sensible à ça aussi, hein. Alors, le parc national censé protéger les calanques va-t-il finalement attirer encore plus de monde? L'ancien président des parcs nationaux le reconnaît à demi-mot. Mais pas d'inquiétude, assure-t-il, car il y a touristes et touristes. Ça va sans aucun doute être un pôle d'attraction. Moi, je dis souvent, quand on consulte des documents de voyage, il y a des astérisques qui signalent deux choses. Le patrimoine mondial et les parcs nationaux. Donc ça va intéresser. Mais une clientèle particulière, une clientèle respectueuse, qui ne cherche pas, je dirais, un tourisme si sexe, mais qui cherche une investigation, un patrimoine naturel, un patrimoine culturel, et qui est donc plus respectueuse. Ce label permet le respect. Une clientèle plus respectueuse pour protéger les calanques. Il faudra attendre quelques étés pour évaluer si ce pari audacieux a été gagné. Alors, Monsieur Bianco est très en colère, on l'a compris. Bonsoir Jean-Jacques Ayagan, ancien ministre de la Culture, président du Musée des Arts Décoratifs. Alors, après ce qu'on a vu, est-ce que notre patrimoine est en danger ? Écoutez, notre patrimoine, tout d'abord, est très important. Notre patrimoine a, au cours de l'histoire, souffert. L'usure des ans, tout simplement. Les guerres de religion, le vandalisme révolutionnaire, les grands vandalismes du 19e siècle, les guerres. La guerre de 14 dans le nord de la France, la Deuxième Guerre mondiale qui a ravagé plusieurs grandes villes historiques de la Normandie. Donc notre patrimoine est fragile. Cela dit, j'observe... Oui, et puis la bêtise aussi, vous oubliez la corruption, la bêtise qui a fait que beaucoup de monuments ont été saccagés. C'est ce que j'appelle le vandalisme, l'inconscience, la destruction des Halles de Baltard à Paris, par exemple. Bon, ce patrimoine a souffert, mais l'un dans l'autre quand même, j'observe que les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, font un effort considérable pour la sauvegarde de ce patrimoine. L'État fait un effort budgétaire important. Les services de l'État, quand ils ont la charge de veiller à la conservation des monuments historiques, font également un travail remarquable. Il faudrait sans doute inventer de nouveaux moyens, d'injecter des moyens supplémentaires, des moyens financiers supplémentaires dans la sauvegarde des monuments. Et je suis prêt
en tout cas à réfléchir à cette question parce qu'elle est essentielle pour l'avenir du patrimoine. Je voyais pendant le reportage, vous faisiez un petit peu la grimace, Sylvia Pinel, parce qu'au fond, vous aimez beaucoup l'idée du parc naturel et vous n'aimez pas qu'on la critique. Moi, j'aime beaucoup l'idée des deux patrimoines, le patrimoine culturel et le patrimoine naturel. Simplement, sur la protection du patrimoine naturel, la prise de conscience a été beaucoup plus tardive. Et ce qui explique que ce parc national a été créé beaucoup plus tardivement. Et je pense qu'il ne faut pas opposer la protection de l'environnement, la protection de ce lieu magnifique avec le développement du tourisme. Ça sera un tourisme différent, un tourisme qui doit être... Les touristes devront être sensibilisés à la protection de l'environnement, à la protection de ce patrimoine, feront des choses différentes. Mais justement, lorsqu'on dit que la France doit innover dans les formules de tourisme qu'elle propose, le tourisme dans ces lieux-là où l'environnement doit être protégé, préservé parce qu'il est sublime, c'est justement une prise de conscience citoyenne que nous devons aussi mettre en avant. Et c'est aussi un objectif que nous devons développer, le développer de manière plus durable, plus respectueuse. C'est aussi finalement une forme de vivre en société qui est très important. Vous avez parlé d'innovation. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'en 2030, il y aurait 1,8 milliard de touristes. Et donc, on a perçu ça comme étant une sorte de manne extraordinaire qui allait nous tomber dessus. Mais il faut savoir que dans le même temps, les sites touristiques sur la planète vont progresser d'une façon considérable. Il n'y a pas que la demande qui progresse, il y a l'offre qui progresse. Et par exemple, sur le patrimoine naturel, on en parlait tout à l'heure avec Karl Lagerfeld, partout dans le monde, aujourd'hui, il y a des sites naturels à découvrir et qui sont tous extraordinaires. Pensez, par exemple, avec le développement du continent africain, à ce qui se passera dans les 10 ans, dans les 20 ans qui viennent. Et donc, nous, si nous voulons, en France, garder, comment dire, on va employer un mot d'économie, cet avantage comparatif du tourisme que nous avons, nous devons continuer à innover. Nous devons dire que ce qui nous caractérise, c'est l'immense diversité, l'immense complémentarité et la capacité de faire combiner les uns avec les autres, en se rappelant qu'il y a différents types de touristes. Parce que sans vouloir contredire Jean-Claude Gaudin, je ne suis pas sûr que ce soit d'abord les nouveaux touristes étrangers qui se précipitent pour aller voir les calanques. Mais c'est très important. Et vous savez, tout à l'heure aussi, dans les statistiques, il y a une statistique que vous n'avez pas citée, peut-être parce que vous ne vouliez pas nous faire de la peine. Mais il y a aussi des baromètres de satisfaction ou d'insatisfaction des touristes. Et là, nous ne sommes pas très bien placés. Et en particulier avec les nouveaux touristes, les touristes, par exemple, venant d'Asie ou venant d'Inde, ça va monter après cette émission, vous allez voir. Qui disent, comment dire, bon, c'est moyen. La satisfaction après coup, c'est assez moyen. S'il y avait chez Chanel le même type, de degré d'insatisfaction moyen, je pense que ça ne serait pas un bon point, loin s'en faut. Vous voulez dire des termes entendus? Est-ce qu'ils sont prêts à revenir, même pas contents? Oui, il y a des choses à améliorer, il y en a beaucoup même. Mais Robert, je dois vous dire que dans toutes nos études, 80% des touristes disent qu'ils vont revenir. Donc il y a un niveau assez élevé de fidélisation. Alors, je demandais à Julia de nous faire, disons, le petit parade des monuments visités. Ça commence évidemment par Notre-Dame de Paris, évidemment. 13 millions de visiteurs par an. Vient ensuite le Sacré-Cœur, 10,5 millions. Sans doute aussi un certain nombre de fidèles. Puis le musée le plus visité au monde, eh bien, il est chez nous, à Paris. C'est le musée du Louvre. 8,8 millions de visiteurs par an. Et ce que je voudrais faire, parce que M. Ferrand et tous nos invités soulignent à raison depuis le début de l'émission la concentration du tourisme français sur un tout petit nombre de lieux, eh bien, je voudrais souligner rapidement la richesse du patrimoine de la France. Parce que vous êtes tous d'accord pour souligner son utilité et pour apprendre aux téléspectateurs qu'il n'y a pas en France que 5 ou 6 musées, mais qu'il y a 1216 musées, 4000 musées si l'on considère pas seulement les musées qui sont labellisés Musées de France. 729 sites protégés. Il y a en France 43 720 monuments protégés et 497 068 sites archéologiques. Et on a pris des initiatives. Récemment, le gouvernement a pris des initiatives parce qu'il a pris conscience du fait que le tourisme est trop massé à Paris. Donc on a fait le centre Pompidou à Metz, que vous voyez derrière moi. Il l'a ouvert en 2010. C'est un monument absolument magnifique qui a des toiles fantastiques. Depuis son ouverture, c'est le musée le plus visité en France, hors de Paris. Avec 700 000 visiteurs, il a rapporté à la ville de Metz, dès la première année, 70 millions d'euros. C'est-à-dire plus que l'investissement de départ. Et l'autre initiative, je vais la souligner rapidement, mais c'est une tellement belle initiative, c'est celle de décembre 2012.
le Louvre à Lens, qui devrait attirer jusqu'à 700 000 visiteurs par an. Merci Julia. Alors vous allez laisser la place un moment à Fabrice Dalbeda, notre historien maison que nous accueillons. Alors, ce qui attire les touristes en France, ce n'est pas seulement les sites et les visites culturelles, c'est aussi ce qu'on appelle le patrimoine immatérialisé, comme la gastronomie ou la haute couture, Karl Lagerfeld, la haute couture qui rapporte beaucoup d'argent en France. Par exemple, un touriste chinois a en moyenne 1500 € de son budget